Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Introduction à la cybersécurité, dans laquelle nous allons parler des adresses IP, des balayages de port sur un réseau et des étapes de déroulement d'une attaque. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir une adresse IP, de donner son rôle, de définir un port, de donner son rôle, de scanner et de donner les états des ports sur un équipement informatique, et pour terminer, de lister et de donner le rôle de chaque étape de déroulement d'une attaque. Dans notre cas ici, nous allons parler de tests d'intrusion puisque nous sommes en cybersécurité. Nous allons tout d'abord répondre aux séries de questions posées dans la vidéo précédente sur le mot de passe et les appliances de sécurité. Donc si tu es un nouveau et que tu n'as pas encore visualisé cette vidéo, je t'invite à le faire. Nous allons comme d'habitude rappeler d'abord la question et donner la réponse ensuite. Donc la première question était: je reçois un courrier de ma banque me demandant de me connecter en ligne pour vérifier une information de virement d'une somme importante que j'aurais réalisée. Je clique sur le lien pour voir de quoi il en retourne et le site internet qui s'affiche ressemble en tout point à celui de ma banque. Mais l'adresse du site n'est pas celle que j'utilise d'habitude. Que faire? A. Je ne m'authentifie pas. Je ferme mon navigateur et je déclare le mail comme spam si ma messagerie me le permet. En B. Je vérifie que le site me présente bien un certificat de sécurité valide pour le site web visité. Entre parenthèses, le certificat logiciel garantissant la sécurité des communications de l'authentification du site web. Et C. Je ne vais jamais sur le site de ma banque par l'intermédiaire d'un lien cliquable dans un courrier. J'y vais comme d'habitude en ouvrant mon navigateur et en saisissant moi-même l'adresse du site web. Donc la réponse ici était A, B et C. Donc toutes les réponses étaient correctes. La question 2 était: je suis dans un hôtel et je dois me connecter à ma messagerie en ligne. Le seul moyen disponible pour cela est d'utiliser l'ordinateur de l'hôtel qui est en libre accès. Cette opération est-elle risquée? Eh bien, oui. La réponse ici était A. Pour la question 3, j'utilise un même mot de passe pour tous les sites internet auxquels je suis inscrit. Et ce matin, j'apprends que l'un d'eux s'est fait voler des millions de mots de passe utilisateurs lors d'une attaque informatique. Que faire? A. Je change vite mon mot de passe sur le site en question et sur tous les autres sites où je l'ai utilisé. En B. Je conserve ce mot de passe sur ce site, mais je le change sur tous les autres sites où je l'ai utilisé. Et C. Ces sites sont sans intérêt. Il n'y a donc aucune raison de changer ce mot de passe. Eh bien, la réponse ici était A. Je change vite mon mot de passe sur le site en question et sur tous les autres sites où je l'ai utilisé. La question 4. Trouvez les bonnes réponses pour les propositions 1, 2 et 3. La première proposition: un petit réseau local interne avec des ordinateurs nécessite un accès à Internet à l'aide d'une seule connexion Internet. Eh bien, la proposition 1 va avec la B ici pour parfait NAT. 2. Par défaut, Windows essaie de bloquer l'accès aux applications exécutées sur le PC à partir d'autres ordinateurs du réseau. Eh bien, la réponse ici était C pour parfait d'autres. C'est un parfait qui bloque l'accès aux applications exécutées. 3. Les employés qui utilisent des ordinateurs sur le même réseau ne sont pas autorisés à accéder à des URL spécifiques tels que les sites de jeux d'argent. Eh bien, la réponse ici est A. Nous allons poursuivre avec la question 5 qui était: actuellement, il existe des applications de sécurité uniques qui répondront à tous les besoins d'une entreprise en matière
de sécurité du réseau? Eh bien, la réponse ici est B. C'est faux. Nous avons expliqué cela dans la vidéo précédente. Question 6 et la dernière question de la vidéo précédente. Quel nom donner à un périphérique qui contrôle ou filtre le trafic entrant ou sortant du réseau? Eh bien, la réponse est B, c'est mis pour pare-feu. Donc, je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de répondre. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire dans les prochaines vidéos, car elles se trouvent justement à la fin. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu l'as déjà fait, n'hésite pas de liker pour le référencement de la vidéo, de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux afin de soutenir la chaîne. Nous allons commencer, comme dans le plan, avec l'adresse IP, qui se définit comme étant une série unique de chiffres séparés par des points qui identifient un périphérique connecté à un réseau, comme un ordinateur, un téléphone ou encore une imprimante. Il existe deux types d'adresses IP, les adresses IP V4 et les adresses IP V6. Et notez que dans cette vidéo, pour la partie adresse IP, les informations données ici seront plus orientées vers les adresses IP V6, car c'est vers là que nous migrons aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo tout à l'heure. Donc, une adresse IP V4 consiste en 4 groupes de chiffres séparés par des points, chacun représentant un nombre entre 0 et 255. Vous avez un exemple là, 192.168.1.1. Et pour ce qui est de l'adresse IP V6, elle est beaucoup plus longue et utilise des chiffres hexadécimaux au lieu des chiffres décimaux. Elle est représentée par 8 groupes de 4 chiffres séparés par des 2 points. Donc vous avez là un exemple, vous pouvez mettre pause pour essayer de lire l'exemple. Elle est beaucoup plus longue, l'adresse IP V6. Donc nous allons poursuivre avec le rôle et les fonctions d'une adresse IP. Le rôle principal d'une adresse IP est d'acheminer les données sur les réseaux. Chaque périphérique connecté à un réseau doit avoir une adresse IP unique pour que les données puissent être acheminées vers la bonne destination. Et pour ce qui est des fonctions, dans une architecture IP, une adresse sert en fait à deux fonctions distinctes: l'identification et la localisation. Pour l'identification, une adresse IP de niveau réseau identifie de manière unique la machine parmi plusieurs machines du réseau. L'identification permet donc à deux interlocuteurs de se reconnaître pendant une connexion. À noter que cette vérification est mise en œuvre dans les pseudo-en-tête d'une connexion TCP ou dans les associations de sécurité IPsec. IPsec ici est un protocole de sécurité. Et pour ce qui concerne la localisation, elle est utilisée pour décider de la remise directe ou de la recherche d'un intermédiaire qui saura délivrer les données selon le principe de routage en saut par saut. En effet, elle ne varie qu'en cas de changement de prestataire IP ou de réorganisation des sites. La localisation est découpée en deux parties. La localisation globale, qui est l'identifiant réseau, et la localisation locale, qui distingue les machines sur un même réseau. Il faut bien évidemment noter que ces deux niveaux de localisation ont une influence déterminante dans la structuration du format des adresses. Ce qui nous pousse donc à parler de la structure d'une adresse IP. La structure d'une adresse IP comprend deux parties.
un préfixe ou localisateur et un identificateur. Le préfixe permet d'identifier le réseau de destination et le localiser dans l'infrastructure. Un paquet IP est acheminé alors à travers le réseau sur la base de ce préfixe. L'identificateur local, quant à lui, une fois le paquet arrivé dans le réseau de destination, il doit être remis au destinataire final. C'est donc l'entrée en jeu de l'identificateur local. Nous allons poursuivre avec l'allocation d'une adresse IP. Elle se base principalement sur le plan d'adressage, l'identification et la localisation. Les adresses IP sont allouées aux interfaces des équipements par l'administrateur du réseau auquel l'interface est attachée. Et compte tenu des fonctions d'identification et de localisation de l'adresse présentée ci-dessus, cette allocation ne peut être quelconque ou aléatoire, mais doit se conformer au plan d'adressage défini par l'administrateur du réseau. Le plan d'adressage fixe les identifiants des différents niveaux de la hiérarchie des préfixes relevant du périmètre de responsabilité de l'administrateur. Et ces identifiants doivent correspondre au choix d'organisation de la topologie de l'infrastructure déployée par l'administrateur lui-même. En effet, comme nous l'avons vu, les préfixes sont déterminants dans la localisation du réseau lors de l'acheminement. Ils sont donc une traduction logique de la structuration logique du réseau en question. Seule la partie identificateur local peut éventuellement être fixée de manière quelconque. Ce qui nous pousse donc à parler de la portée d'une adresse IP. Selon le type de l'adresse, la portée de distribution peut être globale ou locale. Une adresse de type global permet d'envoyer un paquet à n'importe quelle destination du réseau mondial Internet sans restriction. Or qu'une adresse IP locale ne permettra que d'acheminer les paquets qui sont sur un espace de validité. Il faut également noter qu'en dehors de leur périmètre respectif, ces adresses de type locaux ne sont pas reconnues et ne permettent pas l'acheminement des paquets. Ainsi, l'usage d'adresses de portée locale permet de confiner la distribution des paquets dans un espace exclusivement privatif. Nous allons poursuivre avec la taille d'une adresse IP. Une adresse IP V4 est un mot de 32 bits, soit 4 octets. Le nombre de combinaisons possibles sur 32 bits est donc 2 puissance 32, qui est assez faible vu le nombre d'équipements connectés aujourd'hui dans le monde. Il est donc d'environ 4 milliards d'adresses, plus précisément 4 milliards 294 967 296. Les adresses IP ont été très vite dépassées car aujourd'hui, dans le monde, on estime environ 30 milliards d'équipements connectés. Pour ce qui est des adresses IP V4, une adresse IP V4 est un mot de 128 bits, soit 16 octets. Le nombre de combinaisons possibles sur 128 bits, soit 2 puissance 128 est astronomique. Le calcul nous fait environ 340 milliards d'adresses. Et plus précisément, vous avez le chiffre là en bas. Donc vous pouvez mettre pause afin de lire le chiffre en question. Donc nous allons très rapidement passer à la durée de vie d'une adresse IP. Donc vous aurez là par la suite un schéma pour mieux illustrer cela. Donc la valeur par défaut de la durée de vie d'une adresse IP est de 30 jours. Mais cette durée peut être prolongée, voire portée à l'infini. Les adresses liens locaux ont une durée de vie illimitée. Je vais vous expliquer actuellement son processus de création à sa destruction ou bien invalidité encore avec le schéma que vous voyez à ma gauche. Le premier de ces états est provisoire, qui peut être également appelé tentative. L'adresse a été créée par l'autoconfiguration, mais son unicité sur le lien n'a pas encore été réalisée.
Tant que l'adresse est dans l'état provisoire, elle ne peut être utilisée pour communiquer. Une fois que l'unicité a été vérifiée par une procédure dédiée, l'adresse devient valide. Elle est alors effectivement allouée à l'interface. Après l'allocation, comme vous le voyez sur la figure, de l'adresse IP à l'interface, le premier des états valides est qualifié de préféré. L'utilisation de l'adresse IP n'est pas restreinte. Peu avant son invalidation, comme vous le voyez sur la figure, l'adresse passe dans un second état valide dit déprécié. Son utilisation est déconseillée, mais pas interdite. L'adresse ne doit plus alors être utilisée comme adresse source pour de nouvelles communications. Par contre, elle peut encore servir d'adresse source pour des connexions existantes. Quand l'adresse atteint l'état invalide, elle ne doit plus être utilisée du tout. Le délai du prêt est expiré. Voici donc terminé cette partie sur l'adresse IP où nous avons juste introduit et montré son importance dans les communications d'Internet. Nous allons poursuivre donc avec les ports en informatique. Tout d'abord, un port en informatique désigne un point virtuel où les connexions réseau commencent et se terminent. Les ports sont basés sur des logiciels et gérés par le système d'exploitation d'un ordinateur, alors que chaque port est associé à un processus ou à un service spécifique. Les ports permettent aux ordinateurs de différencier facilement les différents types de trafic. Par exemple, les courriers électroniques sont acheminés vers un port différent de celui des pages web. Les numéros de port. Qu'est-ce que c'est un numéro de port? Un numéro de port est tout simplement un numéro attribué à chaque port. Je rappelle que les ports sont normalisés sur tous les périphériques connectés au réseau. Notez bien que les adresses IP permettent aux messages d'aller vers et depuis des périphériques spécifiques, alors que les numéros de port permettent de cibler des services ou des applications spécifiques au sein de ces périphériques. Cette remarque est pour ceux qui se poseront la question de savoir s'ils jouent le même rôle. Eh bien, c'est non. Il existe 65 535 numéros de port possibles, mais tous ne sont pas couramment utilisés. Donc, dans le tableau qui va suivre, je vais vous donner une liste de ports couramment utilisés. En vous présentant cette liste, je vais bien évidemment profiter pour vous donner les protocoles qui y sont associés. Nous avons le port 80 qui est associé au protocole le HTTP, le port 443 qui est HTTPS, qui est la version sécurisée de HTTP, le port 25 pour SMTP, les ports 20 et 21 pour FTP, le port 53 pour le DNS, le 22 pour le SSH, le 123 pour le NTP, le 179 pour le BGP, le 587 pour le SMTPS, qui est la version sécurisée de SMTP, le 500 pour IPsec, et pour terminer, le 3389 pour le RDP. RDP est un protocole qui permet aux utilisateurs de se connecter à distance à leur ordinateur de bureau depuis un autre périphérique. Donc, nous allons poursuivre avec l'analyse des ports. L'analyse des ports, qu'est-ce que c'est? L'analyse de ports est un processus de recherche de ports ouverts sur un ordinateur, un serveur ou un autre réseau. Vous verrez ici comment, grâce à votre adresse IP, un hacker peut définir les ports ouverts et fermés. Bref, l'état des ports sur votre équipement. Pour rappel, en réseau, chaque application exécutée sur un appareil se voit attribuer un identifiant appelé numéro de port. Et ce numéro de port est utilisé aux deux extrémités de la transmission afin que les bonnes données soient transmises à la bonne application. L'analyse de port peut être utilisée de manière malveillante comme un outil de reconnaissance pour
identifier les systèmes d'exploitation et les services exécutés sur un équipement informatique, mais utilisé sans danger par un administrateur réseau pour vérifier les politiques de sécurité réseau. Cette analyse peut être réalisée avec l'outil ZenMap, qui est bien sûr disponible sur Windows, macOS, Linux. Vous avez en description le lien de téléchargement. Donc vous allez sélectionner en fonction du système que vous utilisez. Le processus d'analyse est donc le suivant. Vous allez télécharger. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le lien juste en description, télécharger et lancer l'outil d'analyse de port. Vous allez entrer l'adresse IP par la suite de l'équipement que vous voulez scanner et vous allez choisir un profil d'analyse par défaut et vous allez appuyer sur scanner. Donc voici une image qui illustre cela. Vous observez que l'équipement qui a été scanné indique l'état du port 62078 qui est ouvert ainsi que le service qui tourne. Donc vous allez, une fois que vous avez fini l'installation et que vous avez ouvert l'application, vous allez venir ici au niveau des targets, vous allez introduire votre adresse IP, l'adresse IP de l'équipement dont vous voulez scanner. Vous aurez même ici la commande en question qui vous permet d'exécuter cela. Et juste ici, juste un peu plus à droite, je n'ai pas fait de capture, vous allez voir scan. Vous pouvez aussi choisir le type de scan dont vous voulez et là vous lancez le scan. Juste après, vous aurez des informations sur les ports, comme vous le voyez sur la figure ici. Vous avez là le port, l'état du port, le service et la version. Donc nous ferons une vidéo là-dessus sur la partie laboratoire pour que vous puissiez voir comment il fonctionne réellement. Dans la description des résultats, lorsque vous verrez ouvert ou accepté, cela signifiera que le port ou le service exécuté sur l'équipement est accessible par d'autres périphériques réseau. Si vous voyez fermé, refusé ou pas d'écoute, cela signifiera que le port ou le service ne fonctionne pas sur l'équipement et ne peut donc pas être exploité. Et filtré, abandonné ou bloqué signifiera que l'accès au port ou au service est bloqué par un pare-feu et ne peut donc pas être exploité. Notez bien que pour celui ou celle qui veut exécuter une analyse de port depuis l'extérieur de son réseau, doit tout d'abord trouver son adresse IP publique en saisissant dans un moteur de recherche quelle est mon adresse IP. Une fois terminé, utilisez le lien que j'ai mis en description. Vous allez cliquer sur le lien en description. La page s'ouvre et vous allez voir un espace où il y a saisir votre adresse IP. Vous saisissez votre adresse IP publique et vous appuyez sur Quick Nmap Scan. Ça va également scanner votre réseau local. Je pense que nous avons fait le tour sur les ports. Nous allons poursuivre donc avec une liste des meilleures pratiques de sécurité. À chaque fois que je vais donner une pratique, je vais essayer de la définir. Et notez qu'elle concerne aussi bien les entreprises que les individus. Vous pouvez également aller sur le site de la National Institute of Standards and Technology, abrégé le NIST, si vous voulez ajouter à ceci d'autres mesures de sécurité. Donc pour la première, nous avons effectué une évaluation des risques. Connaître et comprendre la valeur de ce que vous protégez contribue ainsi à justifier les dépenses de sécurité. Nous avons créé une politique de sécurité. Elle consiste clairement à décrire les règles de l'entreprise, le rôle professionnel, ainsi que les responsabilités et les attentes des employés. Les mesures de sécurité physique qui permettent de restreindre l'accès aux armoires réseau et aux emplacements des serveurs, ainsi que la suppression des incidents. Nous avons les mesures de sécurité des ressources humaines qui permettent de vérifier les antécédents de tous les employés. Nous continuons avec effectuer et tester les sauvegardes.
Il est très important de sauvegarder régulièrement les informations et tester la récupération des données à partir des sauvegardes. Pour ce qui est de cette mesure, nous avons consacré une partie dans la vidéo 3 ou 4, je pense, de cette formation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore visualisé, je vous invite à le faire. Le suivant est maintenir les correctifs de sécurité et les mises à jour. Elle consiste tout simplement à mettre régulièrement à jour les systèmes d'exploitation et les programmes des serveurs, des clients et des périphériques réseau. Utiliser des contrôles d'accès qui permet quant à lui de configurer les rôles d'utilisateur et les niveaux de privilèges ainsi qu'une authentification forte des utilisateurs. Nous allons poursuivre avec tester régulièrement les réponses aux incidents. Elle consiste à employer une équipe d'intervention en cas d'incident et tester des scénarios d'intervention d'urgence. Mettre en œuvre des dispositifs de sécurité réseau. Cette mesure a été détaillée dans la vidéo précédente sur les appareils de sécurité. Donc je vous invite à la regarder. Mettre en œuvre une solution complète de sécurité des points de terminaison qui consiste simplement à utiliser un logiciel anti-programme malveillant et un antivirus de niveau entreprise pour les entreprises. Éduquer les utilisateurs. Comme la mesure l'indique, former les employés aux procédures de sécurité et pour terminer, chiffrer les données, qui a été également bien expliqué dans la vidéo 3 ou 4 de cette même formation. Pour ceux qui ont suivi la formation jusqu'ici, vous allez remarquer avec moi que presque toutes ces procédures ont été bien détaillées dans les vidéos précédentes. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette vidéo est ta première, je t'invite à faire un tour en arrière afin de suivre l'intégralité de la formation. N'oublie pas de t'abonner également et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Laisse également un pouce bleu jusqu'ici si la vidéo t'a plu pour son référencement. Et laisse-moi ton avis bien évidemment dans les commentaires. Nous allons terminer dans cette vidéo avec les phases de déroulement d'un test d'intrusion ou encore d'un essai de pénétration ou encore d'une attaque informatique ou encore d'une évaluation de système informatique. Notez que cette activité permet de détecter les failles de sécurité dans un système afin de mieux le sécuriser. Comme pour la partie précédente sur les meilleures pratiques de sécurité, à chaque fois que je vais vous présenter une étape, je vais essayer de l'expliquer. Néanmoins, nous y reviendrons plus en détail dans la formation Introduction au hacking ou encore au test d'intrusion, dont le plan est déjà disponible sur la chaîne. Alors, la première étape ici est la planification. Elle est très importante. Dans cette étape, la personne chargée d'évaluer le système doit recueillir autant d'informations que possible sur le système ou le réseau cible, ses vulnérabilités potentielles et les exploits à utiliser contre lui. La numérisation, qui est la deuxième étape, permet au pentester d'effectuer une reconnaissance active pour sonder un système ou un réseau cible et identifier les faiblesses potentielles qui, si elles sont exploitées, pourraient donner accès à une attaque ou à un attaquant. La troisième phase est obtenir l'accès. Cette étape permet au pentester d'utiliser les éléments obtenus des deux précédentes étapes afin de tenter d'accéder à un système cible et de détecter le trafic réseau. Il peut également utiliser d'autres méthodes que nous détaillerons dans la formation Introduction au pentesting ou au hacking. Je vous rappelle que le plan est déjà disponible sur la chaîne. Donc, vous pouvez aller jeter déjà un coup d'œil pour voir ce que nous allons proposer dans cette formation.
nous avons le maintien d'accès, qui est l'étape 4. Elle permet au pentester de conserver l'accès à la cible pour découvrir quelles données et quels systèmes sont vulnérables à l'exploitation. Après cette étape, le pentester procédera à la collecte des données qui lui seront utiles. Et pour terminer, la dernière étape qui est l'analyse et le reporting. Le pentester ici fournit alors des commentaires via un rapport qui recommande des mises à jour, des produits, des politiques et des formations pour améliorer la sécurité d'une entreprise. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et comme je le dis si souvent à la fin de chacune de mes vidéos, en plus des recommandations présentées dans les vidéos, rappelez-vous que la vigilance est un élément majeur dans le domaine de la cybersécurité. Donc, soyez très vigilants. Donc, les questions auxquelles vous allez répondre dans les commentaires ici sont: quelles mesures complémentaires vous semblent efficaces pour renforcer l'authentification par mot de passe? En A, vous avez la question secrète du type: quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère? B, vous avez SMS, envoi d'un SMS avec un code de confirmation. C, vous avez une notification de connexion par courriel. Et D, vous avez saisie de votre date de naissance à chaque connexion. Pour la question 2, quelle est la bonne définition de la gestion des risques? En A, le processus d'identification et d'évaluation des risques pour réduire l'impact des menaces et des vulnérabilités. B, le processus d'identification et d'évaluation des risques pour déterminer la gravité des menaces. C, le processus d'adaptation des risques qui ne peuvent être éliminés, atténués ou transférés. Et D, le processus de transfert des risques qui ne peuvent être éliminés ou atténués. Et pour terminer, la question 3, les attaques directes permettent de récupérer les identifiants et le mot de passe d'un utilisateur pour se connecter à sa place. A, faux. B, vrai. Donc, ceci achève le contenu de cette présentation. Et je rappelle encore que si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like la vidéo pour son référencement et donne ton avis dans les commentaires concernant la vidéo. Et n'oublie pas de répondre aux questions posées pour qu'on puisse savoir si on avance très bien dans cette formation et que vous avancez également avec nous. Donc, je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.